Bonjour à tous. Alors pour le chapitre 14, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander de recopier ce qui figure dans votre livre à la page 144, l'essentiel pour cette leçon, puisque je ne ferai pas mieux que ce qu'il y a dans le livre. Donc, et en plus, si vous allez dans la partie médiacentre sur l'ENT, dans les ressources, et que vous allez chercher sur votre livre, donc à la page 144, je vous disais, vous avez en plus accès à des vidéos supplémentaires pour enrichir le contenu. Et puis vous pouvez, pourquoi pas, avec votre smartphone, scanner ce QR code. Alors, d'abord, les étapes d'une synthèse chimique. On a toujours, grosso modo, les mêmes étapes quand on cherche à fabriquer en laboratoire une espèce chimique. Donc, première étape, le prélèvement des réactifs. Et quand on a fait l'activité sur le paracétamol, vous avez vu que même pour l'un des réactifs, on avait été obligé de dissoudre l'un de nos réactifs. Donc, voilà, on prélève et on prépare les réactifs dans la première étape. Bien sûr, on essaye de le faire en toute sécurité, en tenant compte des pictogrammes qui sont écrits sur les flacons. Par exemple, une substance inflammable, une substance corrosive ou une substance nocive ou irritante. Il faut prendre des précautions en conséquence. Donc, par exemple, souvent pour des produits irritants pour les voies respiratoires, on est amené à manipuler sous hotte. Pour les produits qui sont corrosifs, on va être amené, par exemple, à porter des gants, des lunettes, une blouse, etc. Donc, à chaque fois, prendre bien les précautions qui s'imposent. Ensuite, une fois qu'on a tous nos réactifs qui sont prêts à être utilisés, on passe à l'étape 2, la transformation chimique. Donc, on va faire réagir nos différents réactifs ensemble. Et souvent, ces différents réactifs, ils vont mieux réagir si on les fait chauffer, puisque souvent, le fait de chauffer, ça va avoir tendance à accélérer la transformation chimique. Donc, c'est pour ça que la plupart du temps, on fait chauffer nos différents réactifs ensemble pour pouvoir faire la réaction dans un montage qui s'appelle le montage de chauffage à reflux. Alors nous, on avait fait un chauffage à reflux pour le paracétamol, mais qui n'était pas exactement comme celui-ci, puisque au-dessus, on n'avait pas utilisé un ballon déjà, on avait utilisé un Erlenmeyer, mais bon, ça ne changeait pas grand-chose, et puis on avait chauffé au bain-marie. Mais au-dessus, au lieu d'utiliser un réfrigérant à eau, c'est-à-dire un réfrigérant dans lequel on fait circuler de l'eau, on fait entrer l'eau par le bas du réfrigérant et sortir par le haut pour pouvoir refroidir le tube intérieur. Nous, on avait simplement utilisé un tube en verre qui était refroidi par l'air environnant. Alors, c'est sûr que le réfrigérant à eau est plus efficace qu'un réfrigérant à air. Et donc, le fait d'utiliser un réfrigérant, dans tous les cas, ça va permettre de recondenser les vapeurs qui passent dans le tube intérieur. Et comme ces vapeurs se recondensent, eh bien, elles retombent dans le ballon et aucune vapeur, ou presque, ne réussit à s'échapper. Donc, c'est en circuit fermé et on ne perd pas de matière grâce au réfrigérant. C'est ça qu'on appelle un chauffage à reflux. Reflux, c'est parce que les vapeurs se recondensent et retombent dans le mélange réactionnel. À la fin de la transformation, souvent, il faut refroidir notre milieu réactionnel pour liquéfier toutes les vapeurs éventuelles qui se sont formées. Et puis, souvent, si le but c'est d'obtenir un solide, ça permet de faire cristalliser, précipiter le solide. Donc voilà l'étape de la transformation chimique. Donc si dans des exercices on vous demandait à quoi sert un montage de chauffage à reflux, il faut dire ces deux choses, que ça sert déjà à chauffer pour accélérer la réaction, mais que ça sert aussi à éviter les pertes. Ensuite, une fois qu'on a réalisé la synthèse en elle-même, qu'on a fait la transformation chimique, on obtient
on obtient notre produit de synthèse qu'on cherchait à fabriquer, mais souvent, ce produit de synthèse qu'on cherchait à fabriquer, il n'est pas tout seul. Souvent, il va être mélangé avec d'autres produits de la réaction chimique et il peut être aussi mélangé avec des réactifs qui n'ont pas complètement réagi. Donc, la troisième étape, ça va être l'isolement. On va chercher à isoler le produit qu'on a synthétisé. Alors, pour isoler, différentes façons de s'y prendre selon si le produit qu'on a cherché à fabriquer était plutôt un solide ou si c'était plutôt un liquide. Si c'était plutôt un solide, on va réaliser une filtration. C'est ce qu'on vous montrait pour la synthèse du paracétamol. Souvent, cette filtration, on la fait aussi, on rince avec un solvant glacé qui permet justement d'améliorer le fait que ça cristallise. Et souvent, on finit par un séchage à l'étuve pour éliminer l'eau, par exemple. Et puis pour les liquides, très souvent, quand on cherche à obtenir un liquide, pour le séparer du reste, on peut utiliser une extraction liquide-liquide, ce qu'on avait fait dans un autre chapitre sur les solvants polaires et apolaires. Ensuite, on peut réaliser un séchage avec un solide anhydre ou on peut vaporiser le solvant s'il y en a un. Si par exemple le produit qu'on a fabriqué est mélangé avec un solvant très volatile, en chauffant, le solvant va s'évaporer et comme ça on va isoler le liquide, le produit liquide qu'on a fabriqué. Ensuite, une fois qu'on a isolé notre produit de synthèse, eh bien, on va essayer d'analyser ce produit pour vérifier qu'il est pur, qu'il n'est plus mélangé avec des restes de réactifs ou avec un autre produit. Puisque le but, c'est de fabriquer un produit pur. Alors, différents cas de figure selon qu'on a affaire à un solide ou à un liquide. Plusieurs techniques sont possibles. La mesure, par exemple, de la température de fusion, c'est ce qu'on vous montrait dans la vidéo sur le paracétamol avec l'utilisation d'un bancofleur. Voilà. Ensuite, si vous avez des liquides, vous pouvez, à la place de mesurer la température de fusion, plutôt mesurer la température d'ébullition. Donc, vous faites chauffer votre liquide jusqu'à ébullition et vous relevez cette température. Autre technique pour les liquides, on peut mesurer la masse volumique, très simplement, en mettant notre liquide dans un récipient dont on connaît le volume, on pèse et on calcule la masse volumique en faisant la masse divisée par le volume. Et on peut trouver très facilement les données de référence pour le liquide qu'on était censé avoir fabriqué. Ou on peut mesurer aussi l'indice de réfraction, c'est-à-dire regarder comment notre liquide va dévier la lumière, avec quel angle il va dévier la lumière. Ensuite, des techniques qui peuvent être utilisées à la fois pour les liquides et pour les solides. La chromatographie sur couche mince, c'est ce qu'on a vu avec le paracétamol, où il fallait interpréter les chromatogrammes pour savoir si le paracétamol était pur ou pas. Et puis, autre technique qu'on a vue dans un autre chapitre, dans le chapitre sur les molécules organiques, on peut réaliser un spectre infrarouge qu'on interprète. Voilà, et imaginons que à la suite de ces analyses, on s'aperçoive que notre produit n'est pas pur. À ce moment-là, il faudra essayer de procéder à une purification. Donc en général, on reprend un petit peu les mêmes techniques que ce qu'on avait utilisé à l'étape 3 pour l'isolement. Donc on refait les techniques de l'étape 3 pour essayer d'améliorer l'isolement et donc de purifier notre produit. Voilà, et puis une fois qu'on a fait tout ça, on peut calculer le rendement de notre synthèse en comparant la quantité de matière qu'on a réellement obtenue par rapport à la quantité de matière qu'on était censé obtenir au maximum. Sachant que
En fait, à la place de faire les quantités de matière, on peut aussi calculer ce rendement en comparant les masses. On peut comparer la masse réellement obtenue par rapport à la masse maximale qu'on pourrait obtenir. Masse maximale ou quantité maximale qu'on pourrait obtenir, c'est si on considère que la réaction était totale, c'est-à-dire si on considère que la réaction a lieu jusqu'à ce que l'un des réactifs ait complètement disparu. Voilà pour la leçon. Voilà, j'espère que j'ai été complète et que j'ai réussi à faire en sorte que vous compreniez ce chapitre. On va pouvoir faire des exercices là-dessus pour vérifier que vous ayez compris.